vais commencer par quelques repères, quelques résultats issus de la recherche. Ce sont des choses qui sont assez éparses, peut-être, notamment sur pas la diapo, la prochaine diapo, mais la suivante, mais qui permettent peut-être de se représenter les choses. Alors, les repères. D'abord, pour essayer de définir le climat scolaire, il y a une définition qui est assez pratique, c'est celle de Michel Janos. Pourquoi je me fonde souvent sur celle-là? Parce que, en fait, elle permet de cerner assez vite ce sur quoi on peut agir. Michel Janos est un chercheur québécois et il dit que quand on parle de climat scolaire, en fait, on peut parler de 5 choses. C'est très bien, le climat d'appartenance est tombé d'une ligne, mais ça tombe très très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Première composante, le climat relationnel, c'est la qualité des relations qui existent entre les personnes, que ce soit entre les jeunes, que ce soit entre les adultes, que ce soit entre jeunes et adultes. Janos, comme il est québécois, ose des mots un peu obscènes et il parle du caractère chaleureux des relations qui existent entre les gens. D'accord ? Nous, on dit respectueux. Le climat éducatif, deuxième composante, c'est 2 choses. Pour aller très vite là-dessus, le climat éducatif, c'est l'adhésion des élèves aux apprentissages et aux activités qui leur sont proposées. Donc c'est leur adhésion, ça se mesure en classe, dans le quotidien de l'action qui est la nôtre. Et puis, la deuxième chose, là aussi c'est un mot un petit peu obscène de Janos, c'est le dévouement des adultes à la réussite des élèves. Je trouve la notion de dévouement assez intéressante parce qu'il y a une question subjective, une question affective également, qui méritait d'être soulignée, je crois. La troisième composante, c'est le climat de justice. Là, ça renvoie à des choses qui ne concernent pas uniquement ce que l'on appelle la vie scolaire, mais qui concernent la vie dans l'institution scolaire en général. C'est le fait que les règles soient explicites, qu'elles fassent l'objet d'une appropriation, qu'elles puissent être discutées et qu'on puisse entendre des choses qui sont contre ces règles et qu'on puisse les expliquer. C'est-à-dire que la règle n'est pas indiscutable, mais il faut absolument pouvoir en parler. Donc la participation des personnes, jeunes ou adultes, à la définition des règles. Et puis également l'application judicieuse des règles. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Il ne suffit pas d'avoir des règlements d'airain, mais il faut également avoir une manière d'appliquer ce règlement qui, quelquefois, fait place à l'indulgence. L'indulgence est également, dans le domaine de la justice, on parle de circonstances atténuantes quelquefois. Il faut qu'on soit capable de prendre en compte ce genre de choses et de ne pas forcément s'engager dans une démarche de tolérance zéro. La tolérance zéro est importante sur certains aspects, mais il y a des moments où il est important de pouvoir aussi faire preuve d'indulgence à l'égard des personnes qui ont commis une erreur. La quatrième composante, c'est le climat de sécurité, la sécurité des personnes, l'intégrité physique, l'intégrité psychologique des personnes, mais également, comme on va le voir un petit peu plus tard, la sécurité cognitive et la sécurité émotionnelle. Je vais revenir là-dessus dans ma deuxième partie sur la protection que l'on peut accorder aux élèves qui nous sont confiés. Et puis, la dernière composante, c'est le climat d'appartenance. Le climat d'appartenance, là aussi, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, qu'on soit élève ou qu'on soit professionnel, se caractérise par le plaisir qu'on a à fréquenter l'école, le collège ou le lycée professionnel, général, technologique qui est le sien, mais c'est également la fierté qu'on a de le fréquenter. Et pourquoi ça tombe bien que ce climat d'appartenance soit à part? C'est parce que Michel Janos montre bien que le climat d'appartenance, en fait, découle des 4 autres composantes. Ça, c'est très important dans les actions qu'on peut mettre en place au niveau d'une école, d'un collège ou d'un lycée, parce que assez couramment, on va mettre en place des actions qui visent à développer le climat d'appartenance, mais si simultanément, après par exemple une semaine d'intégration des nouveaux élèves, on ne veille pas à la qualité du climat relationnel ou à la qualité du climat de justice, eh bien le climat d'appartenance va se dégrader. D'accord ? Donc il est vraiment important de se dire qu'on a quelque chose qui est systémique ici. Alors conceptuellement, ça se voit assez bien. Après, dans le quotidien, en termes d'action, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des contraintes qui pèsent sur nos pratiques professionnelles et il est très important, dans ce cadre-là, eh bien, de pouvoir travailler à des questions de formation, à des questions de développement professionnel pour qu'on puisse prendre en compte ces éléments-là
Et là, ça renvoie à la responsabilité qui est la nôtre au sein du système, qu'on soit, quel que soit le métier, qu'on soit professeur, personnel d'éducation, personnel de santé, mais qu'on soit également cadre. Par exemple, si j'en parle directement à mon collègue Jérôme, lorsqu'on est en charge de formation, lorsqu'on fait une offre de formation sur les lettres, je suis en lettres également, mais il est important de se dire, on ne va pas simplement travailler sur la culture littéraire au lycée, mais on va se dire, on va travailler sur les situations d'apprentissage qui prennent en compte non seulement les contenus qu'on enseigne, mais les personnes à qui on les enseigne. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Madame la rectrice a évoqué tout à l'heure le numéro d'éducation et formation de décembre 2015. Je l'ai intégré dans ce diaporama qui vous est destiné. D'accord ? Il sera à votre disposition, donc ne recopiez pas tout. Là, pour l'instant, c'est assez calme, mais vous allez voir, ça se complique par la suite, ces diapos-là. Donc voilà, tout est cliquable et vous pourrez regarder ça. Deuxième repère, là ce sera beaucoup plus rapide, c'est la définition de la santé par l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans une journée comme celle-ci consacrée au bien-être, je crois qu'il est important de prendre en compte qu'il y a la dimension physique, il y a la dimension mentale et il y a la dimension sociale également. Et ça peut nous renvoyer aux compétences psychosociales qu'on évoquait dès le début de cette journée. Un troisième repère, alors ça c'est quelque chose que j'ai volé à Christophe Marsollier, mais il ne m'en veut pas, on a souvent eu l'occasion d'en discuter. Il fonde souvent ses interventions sur l'identification des besoins psychiques fondamentaux. Les besoins psychiques fondamentaux, ce ne sont pas uniquement les besoins psychiques des élèves, c'est les besoins psychiques des gens. C'est-à-dire que tous dans cette salle, on a besoin de liens. On a besoin d'être en lien avec d'autres. Une petite parenthèse sur ce besoin de lien. J'ai eu l'occasion d'assister à un colloque il y a 1 an et demi à Nantes où une chercheuse faisait état d'une étude qu'elle avait menée auprès de lycéens et son étude montrait qu'il y avait 11% des lycéens qui n'avaient aucun lien d'amitié avec d'autres. 11% des lycéens, on se dit c'est bien, 89% ça va bien, mais 11%, ça fait en gros 3 par classe, 3-4 par classe, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose ici qu'il est important de travailler sur ce lien. Le besoin de reconnaissance, peut-être que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont besoin de reconnaissance, je crois que c'est assez partagé. On a besoin qu'on nous dise que ce qu'on fait est intéressant, qu'on existe, qu'on est important et tout ça. Le besoin de justice, qui est très important, notamment dans l'enfance, dans l'adolescence. Le « c'est pas juste », on l'entend quotidiennement. Le besoin de partage de ses émotions, de ses opinions et de ses émotions également. Le besoin de liberté. Enfin bref, une foule de besoins psychiques fondamentaux et en fait ce qui les rend fondamentaux, c'est que s'ils ne sont pas satisfaits, ils engendrent un état de frustration, éventuellement de mal-être. D'accord ? Donc là aussi, dans notre action, en termes de développement professionnel, ce sur quoi on peut s'interroger, en termes de grille d'analyse, c'est est-ce que dans ma pratique, ce que je fais concourt à la prise en compte des besoins psychiques fondamentaux des élèves? Est-ce que dans les activités que je mets en place dans la classe, est-ce que dans les actions que je mets en place au niveau de la vie scolaire d'un établissement, par exemple, est pris en compte le besoin de partage de ses opinions et de ses émotions, est pris en compte le besoin de liberté, est pris en compte le besoin de stimulation, etc. etc. Voilà. Deuxième élément, alors là c'est une diapo qui est costaud dans mon souvenir, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres. Et en fait, je les ai pris à droite et à gauche. L'ADEP. L'ADEP, c'est la division ou la direction des études de performance des prospectives, voilà, et qui publie régulièrement des notes d'information. Ça, c'est une note d'information qui est parue à la fin de l'année dernière, en décembre 2017, et cette note montre que 94% des collégiens déclarent se sentir bien dans leur collège. C'est très important de l'avoir en tête parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer. 94%, c'est bien. Après, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, assurément. Notamment, par exemple, si, grâce à une enquête locale de climat scolaire, on identifie que dans son établissement, on est en deçà de ce chiffre-là. Et ça arrive. On va avoir des établissements où on est à 80%. Ça veut dire quelque chose par rapport au niveau national. Donc 94% des collégiens déclarent se sentir bien. Autre chose qui nous fait du bien aussi, c'est se dire que les élèves... Tiens, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Ah, c'est bien. Et
plus ils s'approchent du collège, plus les collégiens se sentent bien. C'est-à-dire dans le quartier, ils se sentent en sécurité à 76%. Aux abords du collège, dans les transports, ils se sentent en sécurité à 86% et dans le collège à 90%. Ça veut dire que notre présence est rassurante pour les élèves. D'accord ? Besoin de reconnaissance, donc vous voyez, ça c'est des choses qu'il faut qu'on se dise. Par contre, cette étude montre quand même des choses qui sont assez impressionnantes. 50%, c'est 50,5 même, hein, 50% des élèves déclarent être quotidiennement l'objet d'insultes. Quand on traverse une cour de récréation, on l'entend. Quand on est en classe, au fond de la classe, vous voyez, l'inspecteur il est au fond de la classe, il entend plein de choses qu'on ne voit pas quand on est dans le feu de l'action et qu'on agit. Les fameuses insultes qui étaient évoquées par le collègue inspecteur dans la visite d'inspection d'une professeure stagiaire, 50% sont victimes d'une insulte. Il faut se dire quotidiennement, il faut se dire, on serait comment, nous, on serait dans quel état quotidiennement si on était victime, quelles seraient les relations qu'on développerait avec les autres si on était victime d'insultes régulièrement. Alors c'est des insultes pour plaisanter, hein. C'est pardonnez-moi, c'est enregistré, il faudra le couper, mais c'est bonjour connasse. Oui, vous voyez, c'est des choses qui sont, c'est le bonjour quoi. Enfin c'est, et je suis poli, hein. Mais alors ça signifie que les relations sont-elles authentiques dans ce cadre-là? Lorsqu'on se chambre sans arrêt comme ça, est-ce que les relations sont authentiques? Je ne le crois pas. Autre chose, les vols de fournitures, impressionnants quand même, non? Ma gomme et mon Tipex, où est-ce qu'ils sont passés? Mais en fait, ils circulent de trousse en trousse, quotidienne. La moitié des élèves, Jérôme, mon crayon, 46% des élèves se disent victimes de surnoms méchants également. Donc vous voyez, là ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on agisse en termes d'apprendre à devenir gentil. Je reprends cette histoire-là, ce n'est pas des cours pour devenir gentil, mais il y a un vrai travail didactique à faire là-dessus. Une psychiatre spécialisée dans les enfants et les adolescents, Priscille Girardin, qui faisait sortir des chiffres assez intéressants dont on n'a pas forcément idée. 85% des adolescents disent avoir besoin des adultes, 85% des adolescents, mais nous sommes 75% à penser le contraire. À penser qu'ils imaginent ne pas avoir besoin de nous. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, mais les adolescents, ils sont distants. En fait, ils ont besoin de nous, ils nous appellent. D'accord ? Très important d'en être convaincu, y compris lorsque le mode de relation avec nous est un mode qui nous met à distance. D'accord ? 55% des adolescents aimeraient avoir plus d'échanges avec les adultes. Alors je m'imagine, je suis dans une classe, 25 ou 30 élèves, ça signifie que j'ai 12 ou 15 élèves qui ont envie d'avoir plus d'échanges avec les adultes. Plus authentique, plus profond, parler d'autre chose que soit des choses professionnelles en gros, le matériel, etc. Enfin, vous voyez, l'organisation de la classe, parler de la vraie vie, quoi, parler de ce qui fait la vie tout simplement, y compris dans sa dimension scolaire. D'autres chiffres, PISA, tiens, on a évoqué les évaluations tout à l'heure. Alors ça, ce sont des chiffres qui ne portent pas uniquement sur la France, ça porte sur l'OCDE. Chose qui m'a surprise, parce que je pensais qu'on serait effectivement plus en retard que d'autres pays. On est assez dans la moyenne là-dessus. Mais dans les pays de l'OCDE, voilà les chiffres en gros. 59% des élèves indiquent avoir souvent peur d'avoir des difficultés à réussir un contrôle. C'est-à-dire que quand on annonce un contrôle, je reprends mes 30 élèves, il y en a 18 qui ont peur, qui ont peur de rater. 66%, les 2/3 déclarent avoir peur d'avoir de mauvaises notes. C'est-à-dire qu'ils se baladent et ils ont peur d'avoir de mauvaises notes. Un petit exemple, la fille d'Ami qui faisait son entrée en 6e l'année dernière, qui du coup allait vers ses évaluations diagnostiques, vous savez, celle de septembre. Là. C'est une bonne élève, hein, vous savez, c'est l'élève qui aura entre 15 et 17 tout au long de sa scolarité et tout ça. Vraiment. Et elle allait à l'école la boule au ventre. Évaluation diagnostique, bon élève et boule au ventre. Intéressant quand même. Hein, et ça, c'est les adultes qui créent ça, parents et nous. Hein, 55% des élèves se déclarent se sentir très angoissés, même s'ils sont bien préparés. On parlait tout à l'heure des bons élèves, les élèves qui réussissent bien, ils sont très angoissés aussi. Ils sont tendus quand ils étudient. Ils sont nerveux quand ils ne savent pas résoudre un exercice. Alors on va mettre une petite chose en lien avec ça. La peur est un facteur qui inhibe la concentration, la mémorisation.
D'accord ? Et ça, ce sont les sciences qui ont recours à l'imagerie médicale qui le montrent. Quand j'ai peur, je réussis moins bien. D'accord ? Puis ça génère plein d'autres choses et tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour dédramatiser. Alors là, en l'occurrence, c'est l'évaluation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si je ne suis pas trop long sur mes histoires. Mais en tout cas, voilà. Là, il y a ça clignote au rouge là-dessus. Il faut qu'on arrête les bêtises maintenant. D'accord ? Sur l'évaluation, il faut qu'on calme les choses. Alors effectivement, passer de la notion de contrôle à la notion de test est quelque chose qui est déjà plus intéressant, c'est-à-dire le test d'entraînement en quelque sorte. Et il y a une autre technique, c'est-à-dire que notre système éducatif en termes d'évaluation fonctionne beaucoup sur la preuve que l'on demande aux élèves de nous apporter de leur maîtrise d'un contenu. C'est le contrôle, si vous voulez, ou même le test d'une certaine manière. On leur demande de prouver, par la résolution d'une situation, qu'ils maîtrisent la chose qu'ils ont apprise. Eh bien, il y aurait une manière d'alléger cette chose-là en passant notamment à la déclaration. C'est-à-dire que je traite un chapitre. Soit je pose une série de questions aux élèves qui vont me permettre de vérifier s'ils maîtrisent, soit à la fin du chapitre, je leur demande, mais alors dans ce chapitre, sur quoi vous sentez-vous à l'aise ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Sur quoi voulez-vous qu'on revienne ? Et là, on travaille, on sait aussi également de l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes d'identifier ce sur quoi elles ont besoin d'avancer. Alors bien sûr, ça ne fonctionne pas, ou pas tellement, dans le cadre d'une évaluation sommative. Mais si on essaye de renforcer l'évaluation diagnostique et formative, qui est la vraie évaluation, l'évaluation sommative, c'est des petits temps dans l'année normalement. Le sommatif, c'est-à-dire bilan. On ne fait pas des bilans quotidiennement. Eh bien, il y aurait peut-être une logique à inverser, passer d'une logique de contrôle, preuve, test, etc., à une logique de déclaration, d'identification, d'expression et tout ça. Un petit chiffre sur l'évaluation, un chiffre amusant. J'ai fait un petit calcul, tout le monde peut le faire. Un élève de 500 élèves fabrique 60 000, si on fonctionne par notes, peu importe, fabrique 60 000 notes par an. Un élève est évalué 120 fois dans l'année. Il y a 180 jours dans une année scolaire. Du coup, ces chiffres-là qui sont pas exhaustifs, ils nous amènent à vraiment essayer d'assumer un rôle pour l'école, le collège ou le lycée. Et ce rôle, c'est protéger, réparer, construire. C'est-à-dire que instruire, on sait le faire, on le fait plus ou moins bien, on avance, etc. C'est bon, on a nos repères là-dessus. En revanche, sur le rôle protecteur de l'école, c'est-à-dire un élève qui arrive et qui est vulnérable, soit momentanément, soit durablement, eh bien, il faut qu'on soit capable de l'accueillir et de le protéger. C'est une chercheuse qui s'appelle Agnès Florin, qui a beaucoup travaillé sur le bien-être des élèves, qui conclut régulièrement ses interventions de la manière suivante en disant il faut que l'école assume son rôle de protection des enfants qui lui sont confiés. Et c'est la protection cognitive, émotionnelle, protection intégrité physique et bien-être, ce sont les signalements auxquels on procède dans les établissements. Mais la protection cognitive et émotionnelle est essentielle. Deux petits exemples. En travaillant avec des collègues dans le domaine de la santé, ils me disaient que les enfants de parents alcooliques, et l'alcoolisme est quelque chose qui touche beaucoup en France, plusieurs élèves par classe, c'est évident, enfin les parents de plusieurs élèves par classe, les enfants de parents alcooliques en fait sont dans un état d'insécurité permanente, c'est-à-dire que quand ils rentrent à la maison, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, et c'est cette angoisse-là en fait qui est extrêmement déstabilisante. Protection, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Autre exemple, là c'était un collègue EVS qui me disait mais est-ce que tu as des chiffres sur le nombre d'orphelins en France? Alors, je ne savais pas du tout, donc j'ai regardé un petit peu, il y a une association qui travaille là-dessus. En gros, il y a 2 ou 3% je crois des élèves de 6e qui sont orphelins d'au moins un parent, et puis il y a 3 à 4%, peut-être 4% des élèves de terminale. C'est normal, plus on grandit, plus on perd ses parents, enfin il n'y a pas de... Bon, 3 à 4% en fait c'est pas rien, ça veut dire un par classe qui est orphelin. Vous voyez, ça génère des vulnérabilités. Alors je prends quelques exemples. Il y aurait la maladie, il y aurait le handicap, il y aurait un sentiment d'exclusion sociale, etc., etc. Mais ce rôle de protection, de réparation est important. Le terme de réparation, celui-là, je l'ai volé au Dazen du Pas-de-Calais. Monsieur Toupry, qui disait qu'il essayait d'investir le rôle réparateur de l'école, parce que son département est un département dans lequel la misère sociale impose à l'école un rôle réparateur de la société.
Notre société ne va pas forcément très bien actuellement et l'école fait partie de ces institutions qui peuvent la réparer ou concourir à la réparer. Et je crois qu'il est important de se dire, bah tiens, ça fait partie de mes missions professionnelles, quel que soit mon rôle dans le système éducatif. Justement, le dernier terme, construire, on évoque quelquefois le rôle de ciment pour la société que peut jouer l'école. Elle accueille tout le monde, elle consolide les bases de la société pour la suite. On dit tout le temps, on prépare les citoyens de demain, mais on construit les bases de la société. Et je crois qu'il y a vraiment peut-être des choses qui peuvent irriguer l'éthique professionnelle qu'on essaye collectivement de construire. Alors, sur le... Tiens, ah si, ça marche. Autre grand repère ou résultat issu de la recherche, qu'est-ce que ça donne quand on agit pour l'amélioration du climat scolaire dans son école, son collège ou son lycée? Là aussi, je vous ai mis des liens. Donc, vous avez la revue internationale d'éducation de Sèvres, c'est la revue du CIEP, qui a fait une revue de littérature scientifique et qui a essayé d'analyser ce que donnent les actions, les programmes d'action d'amélioration du climat scolaire dans les écoles, les collèges, les lycées. En fait, les améliorations portent sur tout ça. La santé, réduction de l'obésité par exemple. La prévention des violences, quand le climat scolaire s'améliore, le harcèlement diminue. La persévérance scolaire, la lutte contre le décrochage. Le développement de comportements prosociaux, quand le climat scolaire est bon, les élèves s'entraident davantage. Je vais revenir tout à l'heure sur les comportements prosociaux. Amélioration des apprentissages scolaires, amélioration de la créativité, de l'esprit critique. Tiens, on essaye de développer ça en ce moment. Et si on essayait de se dire, tiens, développer l'esprit critique, effectivement, c'est des séances dédiées, mais c'est aussi l'amélioration du climat scolaire qui permet de développer... En fait, l'amélioration du climat scolaire autorise la liberté de penser d'une certaine manière. L'autonomie des élèves, il paraît que c'est important. L'égalité filles-garçons, il paraît que c'est important aussi. D'accord ? Donc vous voyez, là sont des résultats issus d'analyse de la recherche sur des programmes d'action mis en place dans des établissements dans le monde entier. Là, vous avez un article, il est écrit en anglais, celui-là, qui porte sur le lien qui existe entre le climat scolaire et la performance académique, c'est-à-dire les résultats scolaires des élèves au niveau du collège, je pense. Donc, cette étude, revue de littérature également, donc elle se fonde sur énormément d'études menées par des chercheurs du monde entier, montre que lorsque le climat scolaire s'améliore, la maîtrise des contenus scolaires s'améliore. En gros, si le climat scolaire s'améliore dans mon collège, mes notes en SVT seront meilleures. Vous voyez, je parle très concrètement, hein, mais là où on essaye de travailler sur l'amélioration des apprentissages et des résultats des élèves, en fait, une focalisation uniquement sur l'objet d'apprentissage SVT, je cite SVT, mais ça pourrait être français, histoire géo, bien évidemment. Hein. La focalisation sur la discipline, en fait, est quelque chose qui ne suffit pas. La question du climat scolaire, quelque chose qui permet également, en fait, qui libère de la peur et de l'humiliation, et donc qui libère la concentration, la mémorisation notamment. Hein. Une autre étude en anglais également, je vous prie de m'excuser, là elle porte sur le climat scolaire et apprentissage chez les élèves de CSP défavorisés. Hein. Donc, comme l'étude précédente, on observe un lien entre climat scolaire et apprentissage scolaire. Là-dessus, il y a débat. Hein, là-dessus. L'étude du CNESCO dit, par exemple, en fait, ça dépend d'énormément de choses. D'accord ? Mais globalement, on n'a pas d'étude qui montre que l'amélioration du climat scolaire nuit aux apprentissages. C'est déjà ça. Après, la corrélation est difficile à établir parce qu'en fait, quand une équipe s'engage sur l'amélioration du climat scolaire, c'est peut-être qu'elle est partante pour tester des démarches didactiques et pédagogiques différentes. Vous voyez, la corrélation n'est pas si simple. Hein. En revanche, on observe que la corrélation est plus forte pour les élèves de CSP défavorisés que pour les élèves de CSP favorisés. Je suis dans une école, je suis d'une CSP défavorisée. Si le climat scolaire de mon école s'améliore, je vais davantage progresser. Les élèves de CSP favorisés vont progresser aussi, mais leurs progrès seront moindres, si vous voulez. Ils vont passer de 16 à 17, et moi je vais passer de 8 à 12.
D'accord, pardonnez-moi, mais parce que comme c'est assez abstrait, j'essaye voilà, d'illustrer de manière comme ça. C'est-à-dire que l'amélioration du climat scolaire, c'est un facteur de réduction des inégalités. C'est aussi une des perspectives qu'on essaye de suivre. Hein. Réduction des inégalités. Et puis le CNESCO, donc le rapport qu'a évoqué Jérôme Destin tout à l'heure, ce rapport-là, hein, qui est disponible en ligne, il suffit de taper CNESCO et qualité de vie à l'école et on trouve, puis là il est en ligne, il est un lien direct, montre qu'il est important de développer des interventions qui soient simples et qui ne demandent pas une énergie folle en tant que professeur ou en tant que personnel d'éducation, parce que sinon je ne tiens pas dans la durée. C'est-à-dire que si c'est un projet monumental, en fait, à un moment, je m'épuise et puis je me recentre sur d'autres choses. Donc il est vraiment important d'essayer d'identifier dans le cadre ordinaire de sa pratique comment on peut essayer d'instiller un certain nombre de choses. Et la petite citation que j'ai mise, que j'ai proposée ici, montre quelque chose, c'est que c'est les interventions qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont assurées par les professeurs. En fait, c'est lié à quelque chose d'évident, c'est que le temps, dans le temps scolaire des élèves, 70 ou 80% se déroule en classe. D'accord ? Donc si ce sont les professeurs qui agissent, ce sont des choses qui portent davantage. Je vais passer à ma deuxième partie, je crois bien, veiller au bien-être des élèves, protéger et prendre soin. Alors ici, il y a deux aspects, protéger et prendre soin. Je vais aborder la manière dont on peut assurer un cadre, c'est-à-dire travailler sur la structure, sur la stabilité, sur la prévisibilité, et puis ensuite voir comment on peut créer quelque chose qui soit soutenant pour les élèves, c'est-à-dire un cadre et un soutien. Cette première diapo porte sur le cadre. En ce qui concerne le cadre, donc il est vraiment important, et c'est important en ce qui concerne les formations ou les démarches de développement professionnel qu'on essaye de mettre en place dans son école, dans son collège, dans son lycée, ou au niveau d'un département ou d'une académie ou d'un bassin également. Donc du coup, ce sur quoi on peut travailler, c'est l'ordinaire de la vie scolaire entre guillemets, mais c'est-à-dire la vie dans l'école, hein. C'est tout le travail qu'on fait sur les rituels, sur les règles communes qui permettent d'avancer, qui permettent de rassurer. En fait, il faut vraiment voir le droit, non pas comme quelque chose qui brime, mais comme quelque chose qui apaise et qui libère. Le droit libère, le droit apaise. Hein ? Et on a souvent tendance à présenter le droit et la règle aux élèves comme quelque chose qui brime, qui interdit. Hein ? Donc là, il y a une réflexion à avoir aussi là-dessus. Donc un cadre structuré, stable, clair, prévisible, le plus possible, hein, du côté de la vie scolaire, dans la vie au sein de l'école ou de l'établissement. Donc ça marche par des protocoles, ça marche par des processus qui soient clairs, mutualisés, etc., qu'on s'approprie, qui permettent un consensus qui ne satisfait pas forcément tout le monde, mais qui permet d'avancer. Deuxième milieu dans lequel on peut assurer ce cadre structuré, stable, clair et prévisible, c'est l'ordinaire du travail des élèves, c'est-à-dire dans la classe, dans le cadre du travail personnel, dans le cadre de l'accès aux ressources. Un petit exemple, les phases de la séance par exemple, moi je suis frappé de voir comme notre système a du mal, et là c'est une responsabilité des cadres et de la formation, hein. Ce n'est pas la responsabilité des personnes en direct, parce que si c'était 3 personnes qui avaient du mal à gérer les phases d'une séance, on se dit bah oui, ça vient des compétences professionnelles de la personne, mais quand on se rend compte que c'est 60 ou 70% des personnes, on se dit il y a un enjeu de formation là-dessus. Je suis frappé de voir comme les phases de la séance sont très rarement claires dans les séances qu'on observe. C'est-à-dire qu'on a énormément de flottement dans le début de l'activité, la fin de l'activité, autre petit moment flottant quand approche la sonnerie et quand on dépasse la sonnerie. Vous voyez ce genre de choses. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail qui est très simple à faire, hein. Je l'évoquais tout à l'heure avec une collègue, avec vous, la question des petites choses simples qu'on peut faire dans son cadre de travail pour essayer de stabiliser, de rendre prévisible
ce sur quoi on va pouvoir, ce qu'on va pouvoir proposer aux élèves. Les phases de la séance, il m'est arrivé plusieurs fois en formation de travailler avec des professeurs, par exemple stagiaires, en disant voilà, votre séance, si vous voulez qu'elle fonctionne, vous la faites rouler sur 4 temps. C'est un premier temps de présentation, découverte de l'activité, un deuxième temps de pratique des élèves, un troisième temps de mutualisation, un quatrième temps d'institutionnalisation, et vous essayez d'avoir des phases qui soient très structurées, très claires comme ça, et puis après vous brodez, après vous répétez le motif 2 fois au cours de la séance ou peu importe, mais des choses qui soient beaucoup plus claires que, vous savez, ce qu'on fait tous, hein, la consigne qu'on donne, et puis les élèves se mettent au travail, et puis ah oui, j'ai oublié de vous dire. D'accord ? Bah ça fait que la phase d'entrée dans l'activité, au lieu d'être clac, elle dure 2 minutes. Et puis c'est un brouhaha et j'entre pas vraiment. C'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais en même temps, c'est tellement gros qu'on ne le voit pas, en quelque sorte. Hein. Sur le travail personnel, là aussi, en termes de support de formation, c'est rigolo de regarder un agenda d'élèves ou même un agenda officiel, l'agenda de l'établissement. C'est-à-dire que dans la manière dont le travail personnel est donné aux élèves, les choses sont extrêmement disparates, là où on pourrait avoir des entrées qui seraient très stables d'une discipline à l'autre. En gros, étudier ou mémoriser, première entrée. Deuxième entrée, s'entraîner. Donc faire l'exercice ceci. Troisième type d'activité, rechercher. Et puis quatrième type d'activité, créer par exemple. Vous voyez, dans toutes les disciplines, on peut se retrouver sur ce genre d'entrée qui permet ensuite de travailler avec les élèves les démarches les plus à même de mémoriser et étudier, les démarches les plus à même de rechercher. Et là, on identifie peut-être davantage des situations dans lesquelles ils vont pouvoir réinvestir des choses qu'ils ont faites ailleurs. Hein. Donc voilà, j'ai essayé d'assurer ce cadre structuré, stable, clair, prévisible. Ces choses-là, ce n'est pas révolutionnaire ce que je vous dis là, mais c'est simplement pour vous dire que ce qu'on travaille en termes didactiques et pédagogiques rejoint directement les questions de climat scolaire. Lorsqu'une classe part un peu en vrille, part gentiment en vrille, hein, c'est souvent des questions de cadre pas structuré, pas stable. C'est sur des moments de brouhaha, c'est sur des moments où on a du mal à gérer un truc, on a manqué un petit peu de rigueur et tout ça. Et c'est à ce moment-là que les choses partent en général un peu mal. Le cadre structuré, stable, clair et prévisible porte également sur les réactions aux comportements perturbants, incivilité, violence, etc. Donc il est vraiment important là de se fonder par exemple sur une prise en compte des différentes personnes impliquées dans un événement comme celui-ci, quelle que soit sa gravité. Il y a d'abord la victime, vraiment prendre en compte la victime, et ça c'est quelque chose qui est, si c'est explicite, si c'est stabilisé, qui génère un sentiment de sécurité. Il m'arrive quelque chose, mais je vais être pris en charge. Imaginez, je ne sais pas moi, le sinistre automobile dont vous êtes victime, bah vous savez que votre assureur il a des protocoles de prise en charge, vous savez qu'en gros il peut y avoir un véhicule mis à votre disposition, un dépanneur qui vient, etc. C'est quelque chose qui génère de la sécurité chez vous. Si vous ne savez pas ce que va faire votre assureur, etc., et que vous allez dire vous allez passer la nuit au bord de la route parce que personne ne passe, vous êtes un petit peu plus isolé. Donc prendre en charge la victime, aller vers elle, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est l'auteur ou les auteurs de ces violences ou ces actes. Donc développer des protocoles explicites de prise en compte des erreurs commises par les auteurs lorsqu'ils ont commis ce genre de choses. Et puis la prise en charge du groupe. Là, on va du côté de ce qu'on appelle la justice restaurative, c'est-à-dire qui restaure un cadre de vie pour l'ensemble des personnes qui ont été impliquées. On parle quelquefois de cercle restauratif en termes de justice scolaire. Par exemple, sur une situation, un cercle restauratif, c'est s'il y a un gros différend, par exemple, entre un élève et puis un ou plusieurs professeurs, une ou plusieurs professeurs, eh bien, c'est la possibilité d'entendre l'élève et le professeur, d'entendre l'élève et les parents, d'entendre un petit peu tout le monde pour essayer de recréer, que les paroles s'expriment, mais ça demande une méthode, ça demande une structure. C'est la méthode de lutte contre le harcèlement, ce qu'on appelle la méthode PICAS également, la méthode de préoccupation partagée qui permet d'embarquer l'ensemble du groupe dans la résolution de la situation de harcèlement et pas uniquement la victime et pas uniquement l'auteur, ce qui a des effets sur le moment mais peut-être pas à long terme. L'idée sur ces réactions-là, c'est de dépassionner les réactions qui peuvent être les nôtres. Lorsqu'on est face à un comportement perturbant,
nos réactions sont passionnées. Je vous donne un exemple tout simple. Celui de lundi dernier, quand j'étais dans ce collège, il y avait notamment une professeure de français qui est quelqu'un de très chouette, il n'y a pas de doute, mais elle était très perturbée par l'attitude de ses élèves ce jour-là, parce que la semaine précédente, ça s'était bien passé. Et à la fin de l'heure, elle m'a dit oh, « Aujourd'hui, ils ont été odieux ». Et puis, elle me l'a redit à la fin de la journée, ils ont été odieux. Et elle était sincère, et enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un, c'est pas une brute épaisse, hein, cette professeure, c'est quelqu'un de chouette et normal, quoi. Enfin, le terme est fort. Ils ont été odieux. Les élèves n'ont pas été odieux, ils ont été joueurs et dissipés, quoi, en gros. Vous voyez, ils n'ont pas grimpé sur les tables, simplement, ils n'ont pas beaucoup travaillé, et puis, ils n'étaient pas à fond, quoi, on va dire. Hein. Donc là, sa réaction, elle était passionnée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris la distance qui lui aurait permis de dire, bah tiens, ils sont énervés aujourd'hui, donc du coup, je vais entrer dans un mode d'approche qui va être différent. Elle n'était pas à même d'entrer là-dedans. Par manque de quoi? Par manque sans doute de formation ou de lucidité sur la gestion d'un groupe ou la dynamique d'un groupe. Oui, madame? Et la situation d'inspection qui l'empêchait d'être authentique. Effectivement. Tout à fait. Oui, vous avez raison, bien sûr. Et c'est vrai. Et puis, peut-être qu'elle disait ils ont été odieux pour me faire plaisir aussi. C'est-à-dire de dire, bah, d'habitude, je les maîtrise bien. Et tout ça. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est juste. Cela étant, elle a quand même utilisé ce terme-là. Plutôt que de dire ma séance a été difficile, elle a dit les élèves ont été odieux. Vous voyez, il y avait quand même cette dimension. Voilà. Mais vous avez raison quand même. Oui, madame. Ce que vous dites me fait penser. Alors, personnellement, je suis infirmière scolaire. Oui. Et c'est vrai que donc, avec les médecins, on fait régulièrement des accompagnements, par exemple des PAI. Et on est parfois face à des élèves qui donc ont des difficultés, peut-être des difficultés de comportement, des hyperactifs, dans lesquels on organise des choses. Et on demande aux professeurs d'être bienveillants. Oui. Et c'est vrai que je pense, sincèrement, les professeurs ont du mal aussi pour ça. C'est-à-dire que nous, notre démarche, c'est d'accompagner ces élèves-là. Et on demande aux professeurs de tolérer que cet élève puisse peut-être bouger un peu plus que les autres. Oui. Et le sentiment d'injustice, il arrive là aussi, souvent dans les classes. C'est-à-dire que les autres élèves n'ont pas le droit de bouger, mais lui, il a le droit de bouger, on lui dit rien. Oui. Et c'est très difficile après, je pense, autant pour les professeurs que pour les élèves. Oui. De justement dépassionner les réactions pour le coup, parce qu'ils ont l'impression que bah oui, mais lui il lui passe tout. Oui. Peut-être qu'il en rajoute un peu, parce qu'il y en a aussi pour connaître qu'ils le font. Et comment se positionner. Je pense que là-dessus, alors je suis d'accord, le cadre c'est ce qui apporte la liberté, c'est ce qui apporte. Voilà. Mais je pense que pour ça on aurait besoin peut-être de plus d'accompagnement, parce que même moi en tant qu'infirmière, j'ai pas les outils, j'ai pas les solutions. Mais pour justement permettre de faire en sorte que l'accompagnement puisse se faire pour les élèves en difficulté, mais aussi pour les professeurs à l'ensemble et pour la classe aussi. Et dans la situation que vous décrivez rapidement, apparaît la nécessité de l'explicitation pour les professeurs, et un mode d'explicitation pour la classe, et puis peut-être une réflexion sur la mobilité des élèves dans la classe. Vous voyez, c'est les petites idées qui me viennent, mais en tout cas, ça demande d'y réfléchir effectivement en équipe. Votre intervention me fait penser à la situation des élèves éruptifs. Vous savez, des élèves qui, on en parle surtout à l'école primaire, mais qui ont un comportement, mais qui est complètement ingérable dans une école, par exemple, et qui font souffrir l'intégralité de l'école. Là aussi, on voit des réactions qui sont très variées d'un professionnel à l'autre. Vous allez en avoir qui vont essayer de ceinturer l'élève pour le maintenir, et là, on arrive à des drames, à des coups, à des arrêts de travail et tout ça, plutôt que la distance, le contenir, etc. Enfin, vous voyez, il y a une logique qui consiste à dépassionner, à professionnaliser, entre guillemets, la réaction qu'on peut avoir face à des situations comme celle-ci. Mais bon. Ben voilà. On s'était entendu avec madame. Hein. Donc, comment faire pour essayer d'avancer là-dessus? C'est au niveau d'un collectif professionnel, donc au niveau d'une école, au niveau d'un collège, au niveau d'un lycée. C'est travailler à la mutualisation des démarches par l'explicitation, par l'observation du métier de l'autre aussi, ou de la pratique de l'autre, l'harmonisation, c'est-à-dire l'adoption de pratiques collectives, et puis une formalisation collective aussi, qui permet de se rappeler un processus, qui permet d'accueillir un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui arrive, et de travailler avec lui ou elle sur cette question-là. Si on va du côté de... Comme ça, voilà. Si on va du côté du soutien, alors pour développer des pratiques professionnelles soutenantes,
Un premier axe est d'investir la relation pédagogique et éducative, c'est-à-dire de prendre en compte les vulnérabilités, que ces vulnérabilités soient passagères, voire très passagères, manque de sommeil, petites choses qui arrivent et qui perturbent beaucoup, ou alors des vulnérabilités plus durables comme celles auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Vous avez des démarches, alors vous avez certains chercheurs ou certains inspecteurs généraux en ce qui concerne Christophe Marsollier qui évoquent l'éthique et la déontologie, parlent de la relation pédagogique et éducative, de l'éthique relationnelle comme d'une boussole pour l'enseignant. Et je me rappelle d'échanges très intéressants qu'on a pu avoir avec Christophe Marsollier où il me disait, et peut-être qu'il a raison, il disait mais peut-être qu'il suffirait d'investir la relation pédagogique pour que les choses fonctionnent beaucoup mieux. C'est-à-dire que investir la relation pédagogique pourrait peut-être entraîner les apprentissages des élèves, notamment en termes de compétences psychosociales. Et il est possible que ça fonctionne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand une équipe travaille à la relation pédagogique et éducative qu'elle instaure, eh bien, le climat scolaire s'améliore, les conditions des apprentissages sont réunies. Et vous voyez, c'est tout un système qui se met en place. Quand on parle d'éléments systémiques, c'est qu'on prend un élément et tout est embarqué. Ce n'est pas qu'il faut tout prendre à la fois, mais on en prend un et tout est embarqué. Éric Préra, qui écrit beaucoup sur l'école, évoque des termes qui sont assez intéressants en termes de relations pédagogiques et éducatives. C'est identifier il identifie le tact et la sollicitude comme des principes clés de cette éthique. Et peut-être qu'on pourrait essayer, en termes d'analyse de nos propres pratiques, essayer de se demander si les pratiques individuelles et collectives qui sont les nôtres témoignent du tact ou témoignent de la sollicitude. Si oui, comment? Sinon, comment? Pour essayer de pouvoir travailler sur ces choses-là, parce qu'on va voir que 3 difficultés se posent. Et puis le troisième axe sur lequel on peut travailler, ou sur lequel on travaille déjà, c'est la communication. Et souvent, quand on parle de communication, on parle d'une expression, une communication verbale, non verbale et paraverbale, donc d'une expression. Mais il est très important de ne pas oublier que dans la communication, il y a l'écoute aussi. Parce que si la communication se résume à s'exprimer, ça ne laisse pas forcément beaucoup de place à l'autre. Et il est très important de voir que les élèves ont un besoin d'écoute. Et lorsque on les écoute, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame la rectrice, en termes de proposition des élèves, montre qu'ils ont une approche de ces questions de climat scolaire, des suggestions, etc., qui est une approche utile. L'écoute, en fait, permet peut-être de décrypter des situations qui cristallisent autour de comportements qui étaient impossibles chez cet élève-là, mais qui permettent peut-être de lever un certain nombre de choses. Les 3 difficultés, elles sont monumentales pour investir la relation pédagogique et éducative, et monumentales pour nous en tout cas, parce qu'il y a des pays qui arrivent à investir cette relation pédagogique et éducative. Nous, on y arrive assez peu. La première difficulté, c'est que pour investir la relation pédagogique et éducative, il ne faut pas confondre la personne et le professionnel. C'est-à-dire que je suis dur avec les élèves, mais je suis dur dans la vie, je suis dur avec moi-même, on me le dit souvent. Deuxième grosse difficulté, on ne se voit pas. C'est-à-dire que je suis persuadé d'être super gentil avec les élèves, mais en fait je suis bourré de maladresse. Et ce qui fait qu'à des moments, voilà, ça c'est vrai, et donc à des moments, j'en interroge un, la réponse n'est pas bonne, et puis vous voyez, le petit geste qui, voilà. Et pourtant je suis persuadé, je ne me vois pas. D'accord, je ne me vois pas. Troisième difficulté, merci beaucoup. Troisième difficulté, c'est que pour entretenir une relation pédagogique et éducative sereine, en fait, il faut savoir gérer les émotions. Gérer ses propres émotions et gérer les émotions des autres. Exemple très simple, lundi matin, je me dis, cette semaine, ma relation pédagogique et éducative, elle est sereine, paisible et tout ça. À 8h, ça marche. À 10h, le café me fait du bien, et à midi, je n'en peux plus. C'est-à-dire que les événements du quotidien de la classe, si je ne sais pas gérer, vous voyez, l'agitation, le stress des autres et tout ça, si je ne sais pas gérer mon état émotionnel et tout ça, en fait, ma relation se détériore. D'accord ? Donc, c'est des questions qui renvoient à sa propre écoute, etc. etc. Du côté des... Oh là, ça va être long, ça. Oh. Alors, du côté des pratiques pédagogiques qui peuvent être soutenantes. Mais ça va être long, mais en fait, non. Les pratiques pédagogiques qui soutiennent les élèves, pas en termes de soutien scolaire,
mais en termes de soutenantes pour les personnes que sont les élèves, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques qui font du bien aux élèves, vous voyez, qui leur apportent quelque chose. Parmi ces pratiques pédagogiques, il y a celles qui confèrent du sens aux activités et aux apprentissages. C'est-à-dire que si les élèves perçoivent le sens des activités et des apprentissages, c'est quelque chose qui les aide. Et les pratiques qui donnent du sens aux activités et aux apprentissages, il y a tout ce qui est explicite. Aujourd'hui, on va voir ça. La semaine dernière, on a vu ceci. La semaine prochaine, on verra cela, etc., etc. La pédagogie de projet. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça va nous servir parce que la fois prochaine, on va faire ça. Ça donne du sens à ce qu'on fait aujourd'hui. La différenciation. Vous allez travailler là-dessus, vous allez travailler là-dessus, vous allez travailler là-dessus, vous, parce que vous avez besoin de travailler ça, vous, parce que vous maîtrisez déjà telle chose et donc on peut aller plus loin. Donc, l'activité que je vais réaliser, elle va avoir du sens par rapport à mes besoins d'apprentissage. Et puis, la coopération, l'activité. Donc, en gros, aujourd'hui, on doit étudier tel thème monumental. Vous allez aborder tel aspect, vous tel autre, et à la fin, on mutualise et ça crée une connaissance pour la classe. C'est du grand schéma, hein, ça mériterait davantage d'explicitation. Mais en gros, ça donne du sens parce que mon activité m'engage par rapport à la classe. Mon but, c'est de contribuer à la connaissance commune. Des exemples, c'est lorsqu'on demande aux élèves de rédiger ou d'améliorer l'article d'une encyclopédie en ligne, par exemple. Là, ça prend du sens parce qu'on apporte une connaissance commune. Les pratiques qui donnent une place et un sentiment d'existence aux élèves, c'est les pratiques qui font que les élèves se disent « bah oui, je suis en classe et j'ai une raison d'être en classe ». Vous savez, quand on observe une classe et on voit des élèves qui, s'ils n'étaient pas là, ça ne se verrait pas tellement. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils aient une place. Là aussi, c'est du très classique, c'est des séances qui ménagent un temps important d'activité aux élèves. D'accord ? Mais cette activité, elle peut être de multiples formes. Hein. Ça peut être une activité d'écoute active dans le cadre d'un cours dialogué, ça peut être une activité de réalisation de quelque chose, ça peut être une activité d'aide à notre élève, ça peut être une activité d'amélioration de quelque chose, etc., etc. Les interactions avec d'autres élèves, c'est-à-dire que dans nos pratiques pédagogiques, il faut qu'on ménage une place aux interactions directes entre les élèves, ça leur donne une place et un sentiment d'existence. Ils ont l'occasion de verbaliser. Par exemple, si on regarde une classe tout au long de la journée, eh bien, il est intéressant de voir quelle est la durée du temps de parole en contexte scolaire des élèves. Dans la cour de récréation, c'est une chose, mais en contexte scolaire, si vous voulez, il y a une structuration du langage qui est différente. Eh bien, si on ne ménage pas dans nos activités pédagogiques des temps d'interaction importants entre les élèves, eh bien, on passe à côté de quelque chose. Et on retrouve différenciation, parce que si on me donne quelque chose à faire qui correspond à mes besoins d'apprentissage, j'ai le sentiment d'exister pour le ou la professeur, et la coopération, parce que place et sentiment d'existence, parce que j'ai un rôle, j'ai une responsabilité par rapport à ce que fait l'ensemble de la classe. Du côté de l'évaluation, on en a parlé, du coup je n'y reviens pas, c'est un chapitre immense. Deux autres aspects en ce qui concerne les pratiques pédagogiques soutenantes. La sécurisation cognitive, la sécurisation émotionnelle. Alors, dans toutes les disciplines, il y a des contenus qui comportent des facteurs d'insécurité cognitive. C'est les contenus abstraits et les contenus techniques. C'est des contenus qui sont absolument nécessaires, il ne faut surtout pas y renoncer, mais il faut sécuriser la manière dont on les approche. Je veux un tout petit exemple, peut-être que certains ou certaines ont déjà entendu le dire, mais l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Elles se sont succédées, elles se sont permis, elles se sont donné ceci, elles se sont rencontrées, etc., etc. Vous voyez, c'est classique. On fait un petit test ou... Voilà, c'est technique. D'accord ? Insécurité cognitive, c'est technique. Il y aurait la même chose en mathématiques, les identités remarquables, A plus B au carré, etc. C'est pas très compliqué, c'est technique. D'accord ? Faut savoir faire, c'est pas super compliqué. L'abstraction, c'est des notions comme, je sais pas moi, celle de, je vais reprendre un exemple en français, mais la notion de genre littéraire. Tous, on voit bien poésie, théâtre, roman. Mais si, je sais pas, si on commence à distinguer autofiction et exofiction, par exemple. Bon, alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par... Donc là, on a des éléments qui sont plus abstraits. Alors là, c'est un exemple qu'on n'aborde pas en contexte scolaire, mais par exemple, la distinction entre drame et tragédie, ça c'est un truc scolaire.
la distinction qui est ultra subtile entre comparaison et métaphore. Vous voyez, voilà, on est d'accord. Donc tout ça, il faut le sécuriser. D'accord ? Ces contenus sont nécessaires pour certains, pas tous, dans ceux que j'ai cités, pas tous. Mais ces contenus sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discipline sans technique ni abstraction. Il y a toujours ces dimensions-là dans la discipline scolaire. Et puis la sécurisation émotionnelle, c'est les situations où les élèves sont exposés au regard des autres. Si je suis en cours d'anglais et puis que je dois dire que le chat est sur le toit puis qu'on me regarde, je vais dire « The cat is on the roof ». Parce que c'est facile à dire. Mais puis si la professeure me dit « Mais non, ton accent n'est pas super là ». Donc je vais dire « The cat is on the roof ». Et bien là, en fait, ça m'expose. Si je demande à l'un ou l'une d'entre vous de s'exprimer à brûle-pourpoint en anglais, l'accent que vous aurez, ce sera un accent facile et français, parce que sinon on s'expose. Si je suis un élève de lycée, par exemple en lycée professionnel, et puis qu'en EPS, on a un cycle de danse, et si on me demande de réaliser une petite phrase chorégraphique devant la classe, il est probable que je sois très à l'aise et que je remercie le ou la professeure. Et que ça se finisse par ton carnet et va donc chez le proviseur. Voilà. Donc tout ce qui expose, il faut le sécuriser. Petits groupes, dédramatiser, etc. etc. Les conflits ordinaires de valeurs. On parle souvent des grands conflits de valeurs sur des contenus d'apprentissage liés, par exemple, en histoire à la colonisation, liés au récit mythologique des origines, etc., etc. Eh bien, mais il y a des conflits ordinaires de valeurs qui sont beaucoup plus courants. Il y a très peu de livres chez moi et que, en gros, la littérature, c'est pour les autres. Quand j'arrive à l'école, tous les livres qui se baladent là, je me situe où par rapport à eux ? Vous voyez ? Donc il y a tout un lien à créer pour essayer de réduire ces conflits ou pour essayer de les prendre en compte. Là aussi, il n'y a pas d'apprentissage sans exposition au regard des autres, il n'y a pas d'apprentissage sans résolution de conflits, c'est par ces conflits qu'on progresse, si vous voulez. Donc il faut les assumer, mais il faut aussi pouvoir les accompagner. Ça, je ne vais pas en parler. C'est s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Si quelqu'un peut retenir sentiment d'efficacité personnelle. Les contenus d'apprentissage, alors là, c'est une diapo qui dit une seule chose. Elle dit toutes les mêmes choses. On est cerné. Hein. C'est-à-dire que faut-il apprendre aux élèves dans les cours pour devenir gentils là ? En gros, soit ça s'appelle les comportements prosociaux, apprendre à aider, apprendre à soutenir, apprendre à réconforter, tout. Mais ça s'apprend. Hein. Ça s'appelle les compétences psychosociales, apprendre à avoir de l'empathie pour les autres. Ça s'appelle les compétences socio-émotionnelles, savoir comprendre l'autre. Savoir, vous voyez, on est tout le temps sur le même champ ici. Hein. La formation de la personne citoyenne dans le socle commun, j'ai cité quelques petites bricoles. Il y avait apprendre à faire preuve d'empathie et de bienveillance, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Il y a apprendre à résoudre les conflits sans agressivité. Vous voyez, ces contenus sont prévus dans les textes qui guident normalement notre action. L'OCDE parle de compétences non cognitives. Donc en gros, on est cerné, on sait ce qu'il faut faire, les listes sont prévues. La question qui se pose à nous, c'est ça. Les compétences sociales et émotionnelles peuvent être, voilà, s'apprennent, mais on rencontre des difficultés. Est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage informel ou est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage consécutif à un acte conscient et structuré d'enseignement ? Les deux. Mais pour qu'il y ait apprentissage informel, l'apprentissage informel, c'est l'apprentissage qu'on fait par l'ordinaire de la vie. En gros, quand je suis petit, j'apprends à catégoriser parce que je dis voiture, je vais dire voiture, camion, Renault, Peugeot, puis je vais être capable de classer Renault et Peugeot dans voiture. Vous voyez, j'apprends à catégoriser par le jeu. J'apprends à classer des couleurs avec des couleurs, des formes avec des formes, mais par le jeu, par les interactions, etc., etc. Mais ça veut dire que le contexte dans lequel je suis plongé doit comporter les éléments qui me permettent d'apprendre ça. Donc ça veut dire que si on veut développer les contenus qui précèdent par le biais de l'apprentissage informel, il faut que dans nos écoles, nos collèges et nos lycées, on crée un contexte qui permette aux élèves d'apprendre par l'expérience quotidienne, c'est-à-dire développer la médiation par les pairs, développer les ambassadeurs contre le harcèlement, etc., etc. Ou alors l'apprentissage consécutif à un acte conscient et structuré d'enseignement. Et là, c'est absolument essentiel sur apprendre à faire preuve d'empathie. Quand vous avez quelqu'un qui ne fait pas preuve d'empathie, et c'est
c'est assez fréquent en fait, parce qu'en fait on inhibe son empathie, on se protège. Comment faire? Apprendre les identités remarquables. Je ne dis pas que c'est facile, mais au moins c'est didactisé, c'est prévu, on voit, les activités existent. Apprendre l'empathie, comment je le fais mon cours d'empathie? Comment je crée l'activité qui va permettre l'empathie? Est-ce que c'est... Il y a des sociétés, excusez-moi monsieur, je vous en prie. Il y a des sociétés qui le font. Il y a des sociétés qui le font. Il me semble qu'au Japon, mais je l'ai Oui. Oui. Avant d'entrer à l'école, les élèves ont des cours d'empathie. Ils ne commencent vraiment les apprentissages scolaires Oui. qu'après avoir... La question, ce qui est important dans l'exemple que vous citez, voilà, ce qui est important dans l'exemple que vous citez, c'est que ça fait l'objet d'un enseignement explicite ou d'une intention explicite d'enseignement. Après, la question, c'est est-ce qu'on le fait quand ils sont tout petits? Est-ce qu'on le fait tout au long de leur développement? De mon point de vue, c'est tout au long de leur développement à des degrés divers, un peu comme un autre contenu, comme le langage, par exemple. Vous voyez, enfin, c'est ces questions que ça pose. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça fait l'objet d'une intention explicite. Voilà. Et la question fondamentale, c'est la didactisation de ces contenus. Et là, en termes de formation et de développement professionnel, il peut être très intéressant de proposer à une équipe de se dire, ben voilà, notre objectif, c'est de développer la capacité des élèves à faire preuve d'empathie. Comment on construit ça? Et en fait, la didactisation, c'est une démarche qui est assez rigolote, à laquelle on n'est pas habitué, parce qu'en fait, on nous didactise les choses. Les programmes nous didactisent les disciplines. Quand j'enseigne la géographie, j'ai pas besoin de didactiser ma discipline parce que les choix didactiques ont été faits nationalement, si vous voulez. Sur l'empathie, ça n'est pas le cas. Donc ça demande d'être à l'aise sur la notion, ça demande de se dire dans cette notion ce qu'on souhaite que les élèves travaillent, et puis ensuite ça demande de répartir ça sur les différents âges. En gros, ce qu'on va faire du côté de l'empathie, du côté du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3, du cycle 4, en gros. Quelque chose comme ça. Donc la didactisation, objet de formation, et c'est le tout début. Vous avez certaines ressources qui existent aussi. Du temps volé, tiens Jérôme, du temps volé, la question c'est est-ce qu'il faut le faire dans la classe ou est-ce qu'il faut le faire en dehors? Si on le fait en dehors, on perd un effet important. C'est-à-dire que c'est ponctuel, c'est rare, etc. En fait, l'idée, c'est de se dire c'est une question transversale, donc ça doit traverser les pratiques. Sinon, c'est marginal, sinon c'est en dehors. Et pour que ça traverse les pratiques, ça signifie qu'il faut qu'on parvienne à penser nos contenus d'enseignement, nos démarches d'enseignement, non pas en termes d'activité, mais en termes de situation d'apprentissage, qui intègre les élèves. Conclusion. La diapo parle d'elle-même. Pour transformer des pratiques ou des gestes professionnels, quel que soit le domaine, en fait, on a 5 leviers. L'injonction, faites ci. L'évaluation, tiens, on va aller regarder si vous faites ça. La formation, on vous propose un stage sur l'encouragement, mais si, allez-y, faites, c'est très bien ce que vous faites. Et puis l'essaimage, tiens, ce que vous faites est intéressant. Et si vous alliez voir le collège d'à côté pour leur expliquer ce que vous faites. D'accord? C'est les 5 piliers sur lesquels on peut se fonder pour transformer les pratiques professionnelles. J'ai cru comprendre que l'objectif chiffré était de passer de 70 à 7000. Donc la question, c'est d'aller de ce côté-là. L'injonction, elle peut être externe ou interne. C'est en gros quelqu'un qui dit dorénavant, vous ferez ci. Elle peut être, si elle est interne, c'est collectivement, nous choisissons de faire cela. L'évaluation, en général, elle est externe. La formation, ne pas oublier l'auto-formation. Moi, je suis frappé de voir que comme les personnes qui s'engagent sur les questions de climat scolaire sont en général des personnes qui lisent, qui picorent à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'elles ne font pas forcément des sessions à prendre, certaines oui, mais il y a aussi la lecture, le picorage. Mais il n'y a pas d'auto-formation sans formation non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur les démarches de formation. Et là, ce que met en place, il y a un guide très intéressant du Centre Alain Savary sur les formations qui permettent de développer professionnellement les compétences, professionnelles des acteurs, et qui passent sur des logiques de temps successifs plutôt brefs, par exemple 3 temps de 2 heures plutôt qu'un temps de 6 heures sur un stage, vous voyez, ce genre de choses. Ça pose des questions de coûts, de frais de déplacement, donc de maillage territorial du réseau de formateurs. Donc, vous voyez, c'est ces questions-là. Le premier degré est assez bien outillé là-dessus avec les conseillers pédagogiques. Et après, la question, c'est celle de la maîtrise par les conseillers pédagogiques des questions sur lesquelles on veut qu'ils interviennent aussi. Vous voyez, c'est ces questions-là.